Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Dans la première partie de cette émission, nous aborderons ce projet de loi immigration qui déchaîne les passions et laisse planer l'utilisation une nouvelle fois par le gouvernement de l'article 49.3. Un projet de loi étudié dès mardi au Sénat et qui prévoit notamment de régulariser les sans-papiers dans les métiers sous tension. La droite qui craint un appel d'air n'en veut pas et menace de voter une motion de censure en cas de passage en force de l'exécutif. Dans la deuxième partie de Demain à la Une, nous pencherons sur le sort des pôles et des glaciers. Un sommet débute à Paris, le One Planet Polar Summit, qui rassemblera dès mardi des experts du climat, des politiques, des ONG notamment, venus d'une quarantaine de pays. Pour la première fois, ces participants vont partager leurs observations sur l'évolution du climat avec les experts du GIEC. Une mobilisation mondiale face au réchauffement climatique qui a déjà affecté ces zones polaires vitales au bon fonctionnement de notre planète. Bienvenue sur France 24. C'est donc l'un des grands temps forts de cette rentrée politique déjà bien entamée, le projet de loi sur l'immigration, dont l'examen était initialement prévu en mars dernier, arrive donc lundi au Sénat. Les parlementaires vont se pencher sur ce texte qui comprend plusieurs volets, qui divisent la classe politique. Un point en particulier cristallise les tensions, il s'agit de la régularisation pour les métiers sous tension. Les Républicains menacent donc de déposer une motion de censure si le gouvernement fait usage de l'article 49.3, c'est-à-dire passe en force pour imposer ce texte. Pour en parler, nous sommes en plateau avec Valérie Casse, bonjour. Bonjour Florence. Et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de France 24. Vous êtes chef du service politique à RFI. Merci d'être avec nous. Alexandra Renard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste reporter à France 24 et vous avez réalisé un focus sur cette question. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. Valérie, ce projet de loi sur l'immigration, après les retraites, c'est l'une des grandes réformes de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous redonner dans les grandes lignes les principaux volets ? Vous disiez, c'est une des principales réformes d'Emmanuel Macron. Il a voulu appliquer ce qu'il adore, c'est-à-dire le « en même temps ». C'est ça qui a été à l'origine de l'élaboration de ce texte, avec deux jambes, deux piliers en quelque sorte. L'humanité, la fermeté. Alors l'humanité, on en a beaucoup parlé, ça passe notamment par ce fameux article 3 sur les métiers en tension pour permettre de régulariser les travailleurs sans papier qui travaillent dans ces métiers. C'est une manière de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et donc aux besoins de l'économie, en même temps de prendre en compte la précarité, la situation personnelle de ces migrants. Et puis il y a la fermeté qui a été incarnée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Au départ, il faut le rappeler, il y avait aussi Olivier Dussopt qui était là pour présenter, incarner le volet humanité. Et puis Gérald Darmanin a pris le dessus et la fermeté, c'est un des grands enjeux de ce texte, essayer de mieux maîtriser les frontières, l'immigration clandestine et de faciliter le renvoi de ceux qui n'ont rien à faire en France pour le gouvernement et notamment ceux qui menacent l'ordre public avec des expulsions facilitées, les fameux OQTF, obligation de quitter le territoire français qui serait mieux mise en application. On a vu à l'occasion de l'assassinat de Dominique Bernard, ce professeur à Arras, que la question d'un jeune radicalisé, ce jeune russe qui a assassiné Dominique Bernard, on s'est dit à l'occasion de cet événement, est-ce que la loi immigration aurait permis ce jeune homme qui était déjà identifié comme radicalisé, de l'expulser avant même qu'il agisse. C'est une question qui restera pour le moment sans réponse. Et puis il y a d'autres volets dans ce texte. Il y a aussi le droit d'asile. Alors le droit d'asile, c'est quelque chose à quoi la France tient beaucoup, mais le gouvernement veut accélérer les procédures d'examen des demandes des demandeurs d'asile pour qu'ils ne restent pas là pendant des mois à attendre. Et puis en plus, s'installer, ça veut dire que ceux qui sont déboutés, on les renvoie plus difficilement dans leur pays. Il y a aussi le volet intégration. La France veut mieux intégrer et donc l'obtention d'un titre de séjour sera soumise notamment à la maîtrise de la langue française. Puis il y a eu un petit débat annexe poussé par les sénateurs de droite sur l'aide médicale d'État. Ils veulent la transformer en aide médicale d'urgence pour en restreindre le champ d'application parce que selon eux, ça coûte trop cher, c'est trop généreux. Et donc ce sera aussi un des enjeux, un des sujets autour de ce texte. Alexandra, ce volet sur la régularisation dans les métiers sous tension, c'est l'un des piliers de cette réforme. On vient d'entendre Valérie. C'est un volet primordial. On parle de quel métier dans ces métiers sous tension, ils sont voilà. Alors communément, on a tendance à penser qu'on sait quels sont les métiers en tension.
on va dire qu'ils sont connus et reconnus de tous. Donc on pense souvent à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment, mais c'est aussi tout ce qui est femmes de ménage, nettoyage industriel, les agents de sécurité, et puis tous les services à la personne, notamment dans les institutions, pour s'occuper des enfants, des malades, des personnes handicapées. Donc ça engloberait tous ces métiers-là. Et c'est des métiers qui normalement devraient apparaître dans la liste officielle des métiers dits en tension, qui est une liste qui a été établie par la direction du ministère du Travail, qui est chargée notamment d'établir les statistiques sur l'emploi. Et dans cette liste, on ne trouve aucun des métiers que je viens de citer. Par contre, on trouve couvreur-zingueur, pharmacien, géomètre, chaudronnier, technicien médical et réparateur, plombier. Donc, c'est des métiers plutôt rares et plutôt exotiques pour cette liste. Donc, elle est particulièrement biaisée, cette liste. Pourquoi ? Parce que tous les métiers en tension que je viens de citer, eh bien, dans ces métiers en tension, les places sont actuellement occupées. Elles sont occupées par qui ? Par ces travailleurs immigrés, justement. Donc, sur un plan comptable, les métiers sont occupés et donc il n'y a pas de raison que ça apparaisse sur cette liste. Donc, officiellement, ces métiers ne sont pas en tension, alors qu'effectivement, ils le sont. Alors, les employeurs, eux, se tournent vers ces travailleurs immigrés clandestins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Français ne veulent pas occuper ces emplois. Souvent, ce sont des emplois qui sont dits pénibles, qui nécessitent des horaires décalés, des horaires qui sont particulièrement longs, et puis ils sont souvent mal payés. Voilà, et puis, le salaire, c'est quand même une question. Et puis mal valorisés. Donc c'est la raison pour laquelle de nombreux employeurs, donc de manière illégale, emploient ces personnes. Alors Valérie, c'est un projet de loi explosif qui divise profondément la classe politique. Le contexte actuel, ces vagues migratoires qui sont de plus en plus importantes vers l'Europe, est-ce que ça exacerbe ces tensions, cette hostilité d'une partie de la classe politique ? Bien sûr, à chaque fois qu'on voit des bateaux débarquer à Lampedusa, il y a eu une vague très importante il y a quelques temps. En ce moment, c'est aux Canaries que des bateaux en provenance d'Afrique accostent. Forcément, ça relance le débat sur l'accueil de ces migrants et souvent la répartition entre les pays européens. Donc il y a à la fois des empoignades européennes et des empoignades à l'intérieur des pays, et notamment en France, où une certaine partie de la classe politique s'est emparée de ces sujets. D'ailleurs, la perspective des élections européennes qui arrivent au mois de juin, ce sera certainement un des thèmes majeurs, la question de l'immigration. Et en France, dans le cadre de l'examen de cette loi sur l'immigration, ce n'est pas un hasard si c'est cet article dont on parlait sur la régularisation des travailleurs sans papier qui fait le plus débat, le plus polémique, dont s'est emparée la droite pour en faire un totem. C'est parce qu'il y a toujours l'accusation de si on donne à ces migrants que l'on voit débarquer sur les plages des pays européens assez régulièrement, l'espoir qu'ils vont pouvoir être régularisés au bout de 3 ans de présence en France et s'ils travaillent dans un de ces secteurs, la droite estime que c'est un appel d'air, elle n'en veut pas. Et donc c'est vrai que ces questions, ces vagues migratoires que l'on voit, ça exacerbe le débat et ça donne des points de vue très radicalisés. Voilà, et beaucoup de tensions. Alexandra, je le disais en titre, vous avez réalisé un focus sur des migrants sans papier qui travaillent en France, dans l'ombre. Certains sont là depuis plusieurs années et travaillent pour les services publics via la sous-traitance. Comment ça fonctionne ? Car vous avez rencontré ces travailleurs. Alors, service public et service privé, ouais. En fait, embaucher ces gens qui sont des travailleurs immigrés, quelque part, c'est une aubaine. Ce sont des gens qui sont qualifiés comme corvéables à souhait. Comme je vous disais, ils n'ont pas d'horaire, ils ne prennent pas de vacances. Ils ne touchent pas le chômage, ils acceptent des conditions de travail qu'aucun Français n'accepterait. Parmi ces personnes que j'ai pu filmer, il y avait notamment des ouvriers du bâtiment qui ne disposent d'aucune protection de sécurité, donc ils achètent eux-mêmes leur propre matériel pour se protéger. On les a vus porter des portes de 90, très très lourdes. Ouais. Des portes de 90 kilos à même le dos, sur plusieurs étages dans des hôtels de luxe pour des Français. L'un d'entre eux m'a dit, c'est la 28e que je porte et depuis... je ne peux plus du tout marcher correctement, son dos est cassé, m'a-t-il dit. Lorsqu'ils se blessent, leur employeur leur précise bien, attention, vous n'allez pas dans les hôpitaux déclarer que vous avez eu cet accident sur l'un du travail, donc les frais médicaux sont à leur charge. Certains ne sont pas nourris, n'ont pas d'eau non plus. Notamment, j'ai rencontré des femmes qui étaient femmes de ménage brésilienne. Elle travaillait sur des fins de chantier de métier, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment frotter à main même à la brosse des fins de chantier. C'est très très costaud à faire. Et elles se sont vues faire les poubelles pour récupérer des manteaux pour pouvoir simplement passer l'hiver correctement. Et sur leur dernière mission, elles ont cessé d'être payées par leur employeuse. On sait que ces employeurs, ils savent où trouver ces salariés. Nous, on a réussi à suivre des équipes. Il y a des lieux qui sont connus en région parisienne et sur Paris où des personnes immigrées attendent, parfois
très souvent même, dès 3 heures du matin pour être dans les premiers à être embarqués et à travailler et à être pris sur place. Il y a une certaine hypocrisie de la part des autorités, puisque la sous-traitance fait travailler ces personnes qui n'ont pas de papier. Oui, effectivement, comment ça marche? En fait, la particularité, c'est que ces sans-papiers ont des papiers, mais qui ne sont pas leurs propres papiers. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, si on prend le cas des personnes que j'ai rencontrées, ils utilisent des papiers d'autres personnes. Ce sont des prête-noms. Donc, ils ont des vrais papiers. Donc, ils photocopient carte vitale et cartes de séjour. Ils présentent ça à des agences d'intérim. Les agences d'intérim ne font pas vraiment attention à la photo. Souvent, la photo est ressemblante, une peau noire, une personne qui est jeune ou un peu moins jeune. Et puis, comme ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre et de fournir des travailleurs illégaux, en gros, ils valident ces personnes sous des papiers. Et ensuite, le principe, c'est de faire reconnaître toutes ces années de travail par l'employeur sous son vrai nom pour se faire valider et être régularisé. Valérie, les Républicains menacent de voter une motion de censure si le gouvernement passe en force avec le 49.3. Il y a une possibilité que la motion de censure passe? C'est toute la question. En tout cas, les Républicains font peser cette menace parce qu'ils ont toujours été le groupe charnière. Quand il y a eu des motions de censure, et il y en a eu de nombreuses déposées dans cette première année du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron contre le gouvernement, à chaque fois, la question, c'est de savoir est-ce que les Républicains vont voter la motion de censure de la NUPES ou du Rassemblement national. Ça n'a jamais été le cas, sauf une fois, sur la réforme des retraites, où une partie du groupe Les Républicains a voté, et on est passé très près de faire tomber le gouvernement 9 voix près. Donc là, les Républicains savent qu'ils sont charnières, et sur ce texte de l'immigration dont ils ont fait une priorité, ils ont dit si le gouvernement ne fait pas un texte qui nous convient, passe par 49.3, on dépose une motion de censure. Mais les socialistes ont déjà mis le haut là. Le premier secrétaire du Parti socialiste a dit on ne votera pas la motion de censure des Républicains. Donc l'hypothèse que ça passe est encore éloignée. On verra le moment venu, si c'est le cas, comment se positionneront aussi les autres partis de la NUPES. Est-ce qu'on vote avec les Républicains sur une motion de censure qui va à l'encontre de la vision qu'on a de l'immigration, juste pour faire tomber le gouvernement? Merci beaucoup Valérie Gaz d'avoir été avec nous en plateau sur France 24. Merci beaucoup Alexandra Renard. C'est la fin de cette première partie de Demain à la Une. Restez sur France 24, on se retrouve pour la suite dans quelques minutes.